Merci de votre fidélité, merci de votre écoute. Et comme prévu, nous sommes à présent en direct avec notre invité Raphaël Jérusalemi, analyste défense sur la chaîne I24, mais aussi sur LCI et chaque semaine sur Radio J. Bonjour Raphaël. Merci beaucoup Raphaël d'être avec nous ce matin en direct. Alors on l'apprenait malheureusement cette nouvelle disparition, cette nouvelle perte au combat à Gaza, la mort d'un nouveau soldat de Tsahal. Il n'y a pas de guerre gratuite, c'est ce qu'a dit hier soir le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est quelque chose de très cliché, donc je n'en pense pas grand-chose. Et ça ne veut pas dire grand-chose. Nous souffrons tous dans notre âme à chaque fois lorsque nous entendons qu'un soldat de Tsahal est tombé, surtout en ces jours agités politiquement, où on se demande pourquoi ce soldat est tombé, à quoi ça sert. On ne voit pas très bien à quoi cette offensive nous mène, on ne voit pas le Hamas se plier, on ne voit pas les otages libérés, donc les objectifs ne sont pas atteints. Seront-ils atteints au bout du compte et au bout de combien de temps? Surtout, c'est la question. Je ne doute aucunement de la capacité de Tsahal de mener à bien son offensive. Je doute seulement du temps que ça va prendre, des efforts qui vont être encore demandés du peuple israélien, de l'économie israélienne, de nos nerfs à nous tous, devant la difficulté de cette entreprise, alors que nous avons réussi tellement sur d'autres théâtres d'opération, face au Liban, face à la Syrie, même face aux Iraniens et aux Houthis, nous réussissons. Il semble qu'à Gaza, nous avons des difficultés et que l'opération s'avère de plus en plus dangereuse, évidemment, au fur et à mesure qu'elle progresse. Un bâtiment sur 2 est piégé à Gaza. C'est ce qu'a déclaré pour sa part hier soir le porte-parole de Tsahal, qui a fait plusieurs déclarations d'ailleurs et qui a dit malgré tout que le Hamas était en train de perdre le contrôle de la population de la bande de Gaza grâce au nouveau système d'aide humanitaire. Est-ce que c'est le cas selon vous, Raphaël ? Il perd un contrôle certainement aussi parce que il y a une présence de Tsahal très très importante. Il y a le fait que la bande de Gaza est divisée en différentes zones sous contrôle militaire israélien qui empêche le Hamas d'avoir un contrôle continu du nord au sud sur toute la bande de Gaza. Il y a évidemment une perte de popularité croissante du Hamas auprès de la population palestinienne. Tout cela est vrai. D'un autre côté, il y a énormément de difficultés avec l'opération de ravitaillement humanitaire. Aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y en aura pas, c'est interrompu. Malheureusement, le Hamas, lui, populaire ou pas populaire, affaibli ou pas affaibli, est un parti fanatique, illuminé et barbare, surtout barbare d'ailleurs, et qui va donc continuer tant qu'il pourra faire du mal aux Juifs. Le Hamas continuera. Il ne cherche absolument pas à faire du bien aux Palestiniens, aux Gazaouis. Il cherche à faire du mal. Tant qu'il pourra le faire, il le fera. Et en plus de tous les pièges qu'il a préparés dans les immeubles, mais aussi sur les rues, sous les routes, pour faire exploser des véhicules de Tsahal, il utilise, et il a encore des drones. Hier, un drone a jeté des explosifs sur des soldats israéliens qui ont été heureusement juste légèrement blessés, mais le Hamas donc ne désarme pas, et c'est, comme on vient de le dire, de plus en plus dangereux d'avancer dans les rues de Gaza. Le Hamas ne désarme pas. Est-ce qu'on a une idée des chiffres, par exemple, des terroristes qui sont encore actifs à Gaza, du nombre de terroristes avec lesquels Israël et l'armée israélienne doivent se battre actuellement ? Alors, on parle d'une quinzaine de mille de terroristes qui seraient encore en phase de combattre. Les chiffres ne sont pas toujours importants parce que le chiffre n'est pas suffisant. Il y a une débordade au plan du commandement, donc il y a de moins en moins de chefs expérimentés car ils ont été tout simplement éliminés. Il y a beaucoup de combattants qui se sont encourus, qui ont déserté. Il faut rappeler qu'ils n'ont pas été payés depuis 2-3 mois, il n'y a pas de salaire, donc certains sont motivés uniquement par cela. Il faut aussi compter que parmi eux, il y a des jeunes qui viennent d'être recrutés et qui ne sont pas encore formés. Alors même si on peut les compter comme faisant partie de la branche militaire du Hamas, ils ne sont pas véritablement opérationnels. Donc dans l'ensemble,
Je dirais que les 15 000 ne sont probablement plus qu'une dizaine de mille et même moins. Mais malheureusement, même lorsqu'il en restera 1000, 1000 c'est déjà, et ça reste une force dangereuse, parce qu'il s'agit d'une force de guérilla urbaine qui est sur son propre terrain, et d'une force terroriste fanatique qui n'est pas rationnelle, qui n'est pas humaine. Est-ce qu'on pourra en arriver à bout, justement, s'ils sont toujours là après presque maintenant 2 ans de guerre? Est-ce que ce sera véritablement possible de débarrasser Gaza du Hamas? Ça peut être possible si on arrive à les coincer dans le fait qu'ils devraient choisir pour leur survie politique de désarmer. Ça a été mentionné dans certains stades des accords pour la libération des otages. La condition était israélienne, et là on pouvait effectivement cesser la guerre. Lorsque le Hamas exige qu'on arrête la guerre, Israël dit d'accord, mais à ce moment-là on arrête la guerre. Et si on arrête la guerre, vous désarmez. Il n'y a plus d'armes aux mains du Hamas ou du djihad islamique, et à ce moment-là effectivement on peut arrêter les combats. Pour l'instant, le Hamas exige d'arrêter la guerre, mais tout en gardant ses armes et tout en gardant ses positions. Donc c'est un vaste mensonge, bien sûr, de leur part. Alors on parle de Gaza, on parle aussi ce matin de la Syrie et d'une possible remise en cause de la normalisation avec le régime d'Ahmed al-Shara, puisqu'on a vu qu'il y avait 2 tirs de roquettes, 2 roquettes qui ont été lancées sur le territoire israélien hier soir, une première depuis 6 mois. Alors est-ce que ça va justement remettre en cause la normalisation, entre guillemets, avec le nouveau régime syrien? Non, je ne le pense pas. Sur le plan public, diplomatique, Israël, comme on le fait d'ailleurs avec le gouvernement libanais, dit que le gouvernement en place dans un pays est responsable de ce qui s'y passe. Donc le gouvernement en place à Damas, comme à Beyrouth ou ailleurs, est responsable de la sécurité du pays, de ce qui se passe dans le pays. Mais les Israéliens sont bien conscients qu'ils se tirent de roquettes de la Syrie vers le Golan a été perpétré par des terroristes palestiniens, qu'il n'est pas toujours facile de détecter, de contrôler, d'arrêter. Alors, on est bien conscient, tout en mettant la responsabilité sur le gouvernement de Syria, on est bien conscient qu'il y a eu là peut-être une impossibilité technique, sécuritaire, d'empêcher ce tir de roquettes. Je pense qu'au contraire, en tous les cas, plus discrètement, sous la table, oserais-je dire, il y a des négociations assez importantes pour éviter justement toute conflagration avec le gouvernement actuel en Syrie, dans l'espoir que ce gouvernement ne nous raconte pas des bobards, ne nous mène pas au bateau, et donc son dirigeant, qui est un ex-djihadiste, serait un djihadiste repenti, mais on n'en est pas encore tout à fait certain. Et on a entendu les autorités israéliennes hier soir dire le régime syrien est responsable de cette situation et la riposte va se faire sentir. Alors, est-ce qu'elle est déjà passée, cette riposte, ou est-ce qu'elle va arriver? Est-ce que ce sera encore plus gros peut-être de ce qu'on a eu l'impression d'entendre, en tout cas hier soir, Raphaël? Je pense qu'il y a déjà eu une première riposte sur l'endroit même d'où sont parties les roquettes. C'est un endroit près du village de Tassil, qui est un village palestinien semblable au camp de réfugiés palestiniens qu'on trouve au sud du Liban, avec des factions donc terroristes qui opèrent de façon autonome, rien à voir avec le gouvernement syrien. Il se peut qu'il y ait, pour la forme, une frappe israélienne sur des intérêts militaires des anciennes bases du régime d'Assad, mais je ne pense pas que ça aille plus loin. Comme je l'ai dit, il est plus important évidemment de tenter d'éviter une déflagration et de reprendre un nouveau théâtre d'opération. On a assez à faire sur déjà tellement de théâtres d'opération. Là, on a un vague espoir de pouvoir calmer le jeu avec la Syrie. Espérons que ça soit possible. Alors, je voulais aussi avoir votre avis, votre regard sur ce qui se passe sur la scène internationale. On le sait qu'aujourd'hui, Gideon Sa'ar va rencontrer son homologue allemand, une visite d'État prévue en Allemagne après les menaces de sanctions contre Israël, notamment l'arrêt d'expédition d'armes vers Jérusalem. Au même moment, on sait qu'un État palestinien va certainement être reconnu par le président français Emmanuel Macron à partir du 17 juin dans ce sommet avec l'Arabie saoudite. Est-ce
que c'est quelque chose qui vous inquiète, Raphaël? Est-ce que c'est quelque chose qui doit inquiéter aussi Israël? C'est inquiétant dans la mesure où, de toute façon, Israël fera ce qu'il a à faire, et peu importe véritablement ce que pense M. Macron ou pas, on subira peut-être quelques moments désagréables ou peut-être même nuisibles sur le plan économique à cause de ces réactions intempestives de certains dirigeants européens. Mais nous connaissons la musique, nous la connaissons depuis la Seconde Guerre mondiale, nous connaissons ces cacas nerveux antisémites qui atteignent les dirigeants européens, cette vague d'antisémitisme qui vont en un flux à reflux. Nous sommes maintenant dans un flux d'antisémitisme. Aucun autre conflit au monde n'a l'attention qui est prêtée, alors qu'il y a beaucoup plus de victimes, en collatéral, pas en collatéral. Entre la Russie et l'Ukraine, on parle de centaines de milliers de morts. Et non, aucun conflit au monde n'a l'attention qui est prêtée au conflit qui concerne Israël. Aucun pays au monde, à part Israël, n'est sous la loupe ou le microscope pour la moindre incartade, la moindre bavure. C'est évidemment de la discrimination, de la ségrégation, de la haine et du racisme, d'autant plus qu'aujourd'hui, même des présidents d'État, et je commencerai par M. Macron, mentent. C'est-à-dire que non seulement ils insultent Israël, non seulement ils essayent de je ne sais pas quoi faire pour briller sur l'international, mais ils le font avec des mensonges. Donc on est bien revenu au Moyen-Âge et aux accusations rituelles d'antisémitisme de bas étage. C'est inquiétant non seulement pour Israël, mais parce que le niveau intellectuel et moral du monde est en chute libre. Votre réaction d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, le ministre israélien de la diaspora, Amichai Shikli, qui a publié dimanche un message sur Twitter ciblant directement Emmanuel Macron et le Paris Saint-Germain. Félicitations au Qatar Saint-Germain, Emmanuel Macron. Il semble que vous ayez déjà établi un État palestinien au milieu de Paris. Bravo. Après donc, on a vu ces affrontements à la suite du match en Ligue des Champions. Peut-être juste une réaction là-dessus, Raphaël? Oui, pour une fois, tout à fait d'accord. C'est d'une part de la prostitution, parce que le Qatar, c'est de l'argent, donc c'est de la pure prostitution. Mais en plus, c'est véritablement trahir la France. Je l'ai dit, c'est pas seulement Israël qui fait les frais. On trahit la France et les valeurs républicaines pour fricoter avec les pires des pires. Le Qatar, c'est des pires des pires. Et donc, c'est regrettable, je le dis, avant tout pour la France, avant tout pour la démocratie. Nous sommes dans une période sombre, il faut bien le reconnaître, et on est dirigé par des gens, M. Macron, tout ce qu'il veut, c'est briller sur la scène internationale, avoir des spots de la scène sur lui, mais malheureusement, il n'a ni la carrure intellectuelle, et en plus, ni la carrure morale, éthique, pour prétendre à ce poste. Eh bien, rhabillé pour l'hiver, Emmanuel Macron, et même pour l'été et pour toutes les saisons. Merci beaucoup, Raphaël Jérusalemi, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Raphaël, on vous retrouve évidemment chaque semaine, je vous dis à lundi matin. Merci beaucoup.